Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au premier numéro de notre nouvelle émission Questions et débats. On voulait que cette émission soit une valeur supplémentaire au programme que présente notre chaîne et dans laquelle nous procéderons à l'analyse et à l'explication détaillée d'une affaire qui préoccupe l'opinion publique. On parlera de ses implications et dimensions avec notre invité ici présent afin de soulever une affaire qui a toujours préoccupé l'opinion publique nationale et internationale. Il s'agit de l'affaire concernant la marque commerciale des boissons Orangina, d'origine algérienne, dont la plupart se souviennent de ces petites bouteilles en forme de boule qui garnissaient les tables algériennes dans les années 70 et 80. Cette marque commerciale est passée par plusieurs étapes, avant et après l'indépendance, jusqu'à l'aboutissement multiple de cette dernière dans les tribunaux, dans lesquels le propriétaire officiel obtenait les jugements à chaque fois en sa faveur. Sauf que le dernier jugement établi par la justice algérienne qui a décidé de faire partager la marque moitié-moitié entre les deux parties algériennes et françaises n'a fait qu'embrouiller la situation. Dans ce contexte, le propriétaire de la marque accuse des personnes dans le pouvoir d'être complices avec la partie adverse française, et ce, afin de transférer la marque en France. Afin de connaître tous les détails et secrets de cette affaire, nous allons, pour la première fois, recevoir le propriétaire de la marque Orangina, le président directeur général de la société, M. Mohamed Djgagan, sur notre plateau. Questions et débats. Mais avant tout cela, écoutons les avis des citoyens. مو عربية تاع لوكال فجأة فرنسيز ما كاش يشربها. أنا نعرفها لوكال. Moi je connais des boissons Orangina. J'ai goûté, c'est très bon aussi. L'origine d'Orangina, elle est algérienne. Elle a été créée par Montserrat. C'est pas lui qui l'a créée, c'est nos ancêtres. qui كانوا يبيعوا الشربات في الأسواق ويديروا التينة بالخشرة ديالها ويديروا لها الماء والقارص ويزيدوا لها لاكلاص باش يبيعوها. Montserrat est venu en 45-46. كان يبيع الشراب هنا في لاري لازيرج. ومن بعد يخلق لا سوسيتي مونسيرا اورانجينا باش طلعت بيه الخادم بيه المدرسة. هاي l'origine تاع Monsieur Djgagan, soyez le bienvenu sur notre plateau. Questions et débats. En réalité, Orangina, est-ce une propriété française ou algérienne? Frères et sœurs, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier toute personne présente avec nous, ainsi que la chaîne Nahar de m'avoir donné la chance de m'expliquer sur cette affaire. On avait souhaité avant l'indépendance de vivre l'indépendance et d'être de jeunes employés dans l'administration, comme ceux que l'on voit aujourd'hui, qui nous défendent en tant que non coupables et non pas en tant que coupables. Vous m'avez questionné sur l'origine d'Orangina. Je vous réponds. La marque et l'origine d'Orangina sont algériennes. Le privé et le public connaissent, soit en Algérie ou à l'étranger. Cette marque a été créée à Blida. Dans la région de la Mitidja? Oui, dans la région de la Mitidja. Le premier qui a commencé à fabriquer Orangina était d'origine espagnole, M. André Marin. Son usine était installée à Blida, à Sidi Yacoub même. Il a commencé à la fabriquer en 1927 et les personnes qui travaillaient chez lui étaient tous algériens. Peu à peu, André Marin a commencé à ramener le concentré d'Espagne. Je vous expliquerai plus tard ce qu'on fait avec le concentré, ce qu'est la boule Orangina. Le contenu de la petite boule. Après, ils ont commencé à produire le concentré à Boufarik. Avec l'orange de Boufarik de la Mitidja? De toute la Mitidja, en allant de Annaba à Oran. Ils ont donc commencé à travailler à Boufarik, où ils ont vraiment avancé. Le projet de Constantine. En 1958, ils ont construit, grâce au plan de Constantine mis en place par le général de Gaulle, la GECOP de Boufarik, où ils ont commencé à produire le concentré. Donc, M. Djgagan, la date et le lieu de naissance d'Orangina étaient en 1927 à Blida. Elle est donc d'origine algérienne. Comment expliquez-vous, M. Djgagan, qu'aujourd'hui, Orangina soit commercialisée et vendue en France? Comment sommes-nous arrivés là? J'y suis. De toutes les façons, cette société qui avait à sa tête M. Bitoun, d'origine juive et natif de Boufarik, a commencé à produire le concentré et à l'exporter vers le monde entier. Ce concentré était le meilleur au monde, que cela soit du côté de la quantité ou de la qualité.
Tous les 3 ans, le produit était présenté aux fabricants de concentrés du monde lors de foires internationales. Vous voulez dire qu'il y avait des concours? Oui, c'est ça. Et le concentré de l'Algérie était toujours classé premier, jusqu'en 1979, où la production de l'orange a baissé chez nous, en Algérie. L'histoire dans les années 50 et 60. Les propriétaires d'Orangina France ont pris la marque en 1957-58 et ils ont commencé à la produire en France. Mais l'usine est toujours restée ici en Algérie. Oui, l'usine mère. On a eu l'indépendance. Dieu nous a accordé cette indépendance. Je ne sais pas si c'est à cause des enfants ou à cause des chouhada. Parce que les chouhada qui sont morts ne seront jamais plus au monde par d'autres femmes. Les autorités algériennes ont commencé par changer les lois. Et elles ont débuté par celle des marques. C'était en 1963, puis en 1964. Car elles ont fixé un délai de 2 ans. Et ont commencé par convoquer toutes les personnes locales et étrangères concernées. Pour cela, des annonces ont été publiées à la télé, à la radio et sur la presse. Et ce pour la réinscription des marques. Parce qu'au temps de la France, elles étaient renouvelables chaque 20 ans. Après l'indépendance, elles étaient renouvelables chaque 10 ans. De toutes les façons, toutes les marques étaient présentes pour la réinscription suivant la loi algérienne. Et vous, Monsieur Jouagen, au début des années 60, vous avez bénéficié de l'exploitation de la marque Orangina. C'est moi qui ai pris l'usine en 1963. Comment ai-je pris cette usine? Cette usine était fermée depuis 1960. Le propriétaire André Marin l'a fermée et a quitté l'Algérie avec toute sa famille. Car ses enfants étaient membres de l'organisation de la Main Rouge. Personne ne parle de cette organisation contrairement à l'OAS, qui a été créée pendant l'indépendance sous le slogan « La terre brûlée ». Donc, c'est pour cette raison qu'André Marin a fermé l'usine et quitté le pays. L'usine comptait 11 employés, tous de mon quartier Bouarfa. Quand ils ont vu que je ne faisais plus partie de l'armée, ils m'ont proposé de réouvrir l'usine, car cela leur rendait service. Sachant que ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas travaillé et qu'ils avaient des enfants à nourrir. Vous faisiez partie de l'armée de libération nationale. Je n'aime pas parler de ça. C'est juste pour mettre le point. Il ne faut pas vivre avec le passé, mais avec le présent qui est l'indépendance. Donc, vous avez pris l'usine et commencé l'exploitation. Oui, car on me l'a donné d'une manière légale. C'était le bureau politique qui m'en avait donné le permis à l'époque. Ça, c'est le point de vue historique. Mais pour la marque Orangina, vous avez fait toutes les démarches nécessaires, vous avez obtenu le permis, commencé le travail à l'usine et, en même temps, vous avez enregistré la marque. J'ai commencé le travail à l'usine après l'obtention de 4 arrêtés successifs et qui m'ont été délivrés dans l'ordre suivant. Le premier arrêté m'a été octroyé par messieurs les responsables du bureau politique de l'époque et qui étaient messieurs Rabah Betat et Khidr. Le second m'a été délivré par monsieur Hamiani qui était premier préfet d'Alger, pour rappel. Le troisième arrêté par monsieur Hassan Khatib, responsable de la Wilaya 4. Et enfin, le dernier, le quatrième, par monsieur Ahmed Khattab, sous-préfet de l'époque à Blida. Donc, toutes les conditions étaient disponibles et vous avez commencé la production d'Orangina. À cette époque-là, il y avait des stocks de boissons alcoolisées dans l'usine. Et moi, j'ai décidé de ne jamais produire de boissons alcoolisées dans mon local. Quand j'ai pris la responsabilité du local, j'ai procédé aux inventaires et au règlement de toutes les dettes fiscales auprès de la Daïra, car la wilaya n'existait pas jusqu'en 1975. Les stocks de boissons alcoolisées furent tous détruits et jetés à l'oued. J'ai fait une demande au ministère du Commerce pour la fabrication de Martinazi, qui était une boisson à base de thym, que tout le monde appréciait, et comme on avait supprimé la boisson alcoolisée, le chiffre d'affaires avait baissé. Donc, il nous fallait un substitut. J'ai été voir les responsables au ministère du Commerce. Ils m'ont dit que l'autorisation devait être délivrée par l'ONAPI, l'Office national de la propriété industrielle, situé à la rue Al-Habib Ben Mehdi, ex-rue d'Uzli. J'ai donc été à cet office avec mon ami Ahmed Arab, et c'est là que j'ai su que je ne pouvais pas avoir de permis, car l'office devait faire des recherches pour voir si la marque existait déjà.
Si cette marque avait été déjà enregistrée en Algérie, il était interdit de la produire. C'est-à-dire Orangina. Non, Martinazzi avant Orangina. J'ai fait le nécessaire avec eux. Ils m'ont donné une convocation et je suis retourné à l'office 15 jours plus tard. Ils m'ont dit que Martinazzi était déjà enregistré au nom de Montserrat, situé au Ruisseau, à Alger. Ce dernier avait une usine là-bas. Il fabriquait différents produits, il fabriquait même des parfums. Je ne lui ai pas demandé d'autorisation, car Dilal Oumellel, un ami à moi, était son dépositaire et je ne voulais pas mettre ce dernier dans l'embarras. Pour ne pas fabriquer Martinazzi. Oui, des jours après, on a fait Quinquinazi, qui a été lancé au premier tour de cyclisme en 1969, à la télévision. C'était un bon produit qui marchait très bien. À cette époque, M. Jgagan, vous n'aviez pas encore commencé à produire Orangina? Si, on la produisait, mais en petite quantité. Qu'avez-vous fait pour arriver au principal producteur d'Orangina? Bon, à cette époque, les principaux responsables de l'ONAPI étaient M. Bouzidi, que Dieu ait son âme, et Mme Sedlel. Ils vous ont conseillé d'enregistrer la marque d'Orangina à l'ONAPI. Oui, ils m'ont dit pourquoi ne pas enregistrer Orangina. Je leur ai répondu pourquoi l'enregistrer alors que c'était l'État qui me l'avait donné. Ils m'ont expliqué que les lois internationales exigeaient l'enregistrement. Et si jamais il y aurait un contrôle de la part d'un étranger ou même un Algérien, la production serait forcément interdite. En quelle année vous avez enregistré Orangina à l'ONAPI? En 1969. Donc, de 1963 à 1969, vous produisez Orangina sans être enregistré. Je suis là pour tout vous raconter. J'y ai travaillé en 1963, 64 et 65. Ensuite, j'ai quitté car Orangina était devenu un bien vacant. Donc, ils ont arrêté la production et créé un comité du temps du président Ben Bella, que Dieu ait son âme, qui supervisait tous les locaux commerciaux des étrangers et autres. Ils ont ramené messieurs Giorgetti et Michel de Suisse, qui ont pris la fuite à travers le Grand Port, quelques mois plus tard. Ensuite, un autre comité de gestion dirigé par 2 directeurs a été créé. Ces derniers ont été mis en prison 6 mois après. Il faudrait que vous compreniez que de toutes les façons, à l'époque, c'était l'anarchie totale. Donc, en 1965 et 66, l'État vous a permis de reprendre l'exploitation d'Orangina. Ils m'ont remis mon local, car pour eux, un ex-soldat de l'armée ne devait pas travailler dans une coopérative des Moudjahidines et percevait 520 dinars par mois. Donc, M. Jgagan, la période de 1963 à 1969, vous êtes passé par toutes ces étapes et en 1969, vous avez enregistré la marque Orangina à l'ONAPI, mais dans les années 70, les Français producteurs d'Orangina France vous ont contacté. Pourquoi? Non, ce n'était pas en 70. On va commencer par Montserrat, qui produisait Orangina illégalement. On lui a demandé d'enregistrer la marque, mais lui n'a fait aucun enregistrement. C'est pour cette raison que l'ONAPI m'a conseillé d'aller enregistrer Orangina, chose qui a été faite le lendemain avec M. Arab et M. Zartal. 6 mois après, ça a été publié dans le journal officiel de l'ONAPI, qui est en ma possession. Donc, les Français ont contacté Montserrat pour lui dire quoi? Ils ne lui ont absolument rien dit. En fait, au début, quand il a été en France, les Français lui ont exigé d'enregistrer la marque au nom d'Orangina France, dont le PDG était M. Bitoun. Mais il a refusé car il voulait le faire en son nom, tout simplement. Après le contact avec les Français? Après être passé en justice avec Montserrat en 1969, suite à un dépôt de plainte de notre part, la procédure a duré jusqu'en 71. Et nous sommes restés presque 1 mois dans l'attente du verdict, qui a abouti à la condamnation de Montserrat. Vous êtes resté le principal exploitant de la marque, donc. Les avocats de Montserrat, les 2 frères Sapor, Mohamed toujours en vie et Ali décédé que Dieu ait son âme, très connus d'ailleurs, avaient l'agrément pour enregistrer des marques à l'étranger. Il y avait aussi Maître Hamad, que Dieu ait son âme. Ils ne l'ont pas fait à temps.
Oui, Monsieur Djlagan, pour avancer un peu dans notre débat, vous êtes représentant officiel et exclusif de la marque Orangina ici en Algérie. Mais dans les années 70, les Français qui utilisaient cette marque à Marseille vous ont contacté. Et pourquoi? Ils m'ont contacté quand ils ont su que l'État m'avait vendu Orangina. Que vous ont-ils demandé? Ils m'ont dit que j'étais leur préféré dans le local Orangina, qui était un bien vacant, et qu'ils allaient mettre en vente le fonds de commerce. Donc, j'étais le premier postulant. Quelle a été votre réponse? Ils m'ont dit que j'étais leur préféré dans le local, et que si je n'y étais pas, il aurait été mis à la vente aux enchères. La personne qui m'a reçu se nommait M. Saïd, déjà âgé à cette époque. Il m'a dit qu'un comité a été fait pour évaluer Orangina. Ils ont fait une évaluation incroyable. J'ai répondu qu'Orangina que j'ai enregistré m'appartenait, et que si le local était à vendre, j'étais preneur. C'est le ministère des Finances qui s'en occupait alors. Il me demande de présenter tous les documents le prouvant afin de réétudier l'affaire. J'ai présenté donc les documents. Il a vu que l'enregistrement a bel et bien été fait. Le local a été réévalué avec une somme abordable. J'ai accepté, mais je n'avais pas de liquide. De toutes les façons, je lui ai proposé de me faire un calendrier de paiement. Il m'a dit que cela était strictement interdit. Je lui ai dit qu'il y avait une loi qui faisait faveur aux Moudjahidines. Il m'a dit que le mot Moudjahid n'était pas inscrit sur mon front. Il m'a demandé alors de présenter les documents prouvant que j'étais officier de l'ALN. Le 31 mai 1980, on m'a convoqué pour me remettre l'acte. Donc, toutes les étapes dont on a parlé prouvent que vous êtes conforme à la législation et il n'y a plus de contact avec les Français? Depuis le jugement de 1971, qui était loyal, plus de contact. Mais pendant cette période, vous exploitiez Orangina. Je voudrais dire quelque chose. Le 19 mai 1971, le jugement a été prononcé et tout a été saisi à Montserrat. Tout son matériel a été détruit. Montserrat leur a dit qu'il n'avait pas été sérieux et qu'il n'a pas suivi la réglementation algérienne. Il a dit au président de la Cour que les machines ne fabriquaient pas qu'Orangina. Le président lui a répondu que, dans ce cas-là, l'affaire risque de prendre plus de temps. Montserrat dit alors que si M. Djlagan dit la vérité, ce n'est pas la peine de faire un comité. On a compris toutes ces étapes. Vous restez l'exploitant principal d'Orangina, mais au début des années 2000, vous êtes rentré en litige. Pas encore. Pas encore. Plutôt, posez-moi la question, pourquoi les Français m'ont contacté par le biais de mon avocat Maître Kassoul, qui est toujours avocat à Nice? Ils l'ont fait par un courrier en 1977, qui m'a été ensuite transmis, et Maître Kassoul m'a contacté pour me dire que le PDG d'Orangina, M. Bitoun, voulait me parler. J'ai été le voir, il m'a demandé de lui vendre Orangina, et qu'on était tous les deux victimes, et au lieu d'être amis, nous étions devenus des ennemis. Il m'a aussi présenté des excuses. Je lui ai répondu qu'il n'était pas trop tard pour devenir amis. Et c'est là qu'il m'a dit « Vendez-moi Orangina ». J'ai répondu « Comment ça vous vendre Orangina ?» Il a dit « Faites-le et vous vivrez le restant de votre vie comme un roi en Algérie ». J'ai répondu « Dans notre religion, M. Bitoun, comme il parle bien arabe, ça n'existe pas ». Il m'a dit que son père, dont le cadre était accroché au mur, lui a laissé Orangina après sa mort, il y a 3 ans. J'ai répondu qu'Orangina était algérienne et qu'elle n'était pas à vendre. Il m'a proposé 3 milliards à l'époque, en 1977. Et comme son père l'a laissé à ses enfants, moi aussi je la laisserai aux miens. Orangina, qui était créée à Blida, avait déjà été prise en France. Donc, après avoir rencontré les Français et refusé leur offre, vous êtes rentré en Algérie. Après maintes relances et insistances, ils m'ont proposé de faire un protocole d'accord que je ne pouvais pas faire seul. On a fixé un rendez-vous 10 à 12 jours après. Je suis reparti avec les maîtres Kassoul et Abdelrahman Sharif et on a fait le protocole d'accord. La première clause stipulait la reconnaissance des marques Orangina Algérie et Orangina France. On s'est mis d'accord sur d'autres clauses, même sur le concentré que l'Algérie devait leur vendre par le biais du ministère du Commerce, et j'ai promis d'intervenir pour eux. Dans les années 2000, il y a eu 2 jugements, un du tribunal de Blida et l'autre de Sidi Mohamed. Les deux sont contradictoires et c'est là que le problème a refait surface. Le 9 mars 2004, précisément,
et même avant cette date, car l'un des frères Zahaf était devenu député. Ce sont des hommes d'affaires de Blida. C'est ça, c'était avant d'aller devant le tribunal. On va parler avec toute franchise. On va parler en restant dans le respect de la réglementation. Les frères Zahaf me suppliaient pour que je leur accorde un contrat d'embouteillage pour les bouteilles PET et les canettes aluminium. Mon plus grand défaut est que je suis un sentimental. Concernant l'affaire contre M. Stassaïd Mohamed, dit Zahim, l'affaire était réglée et on s'était mis d'accord sur tout. Avec les frères Zahaf, on a fait des contrats de 3, 6, 9 ans, de 1997 à 2003. Ils ont travaillé 6 ans en exploitant la marque et ils ont très très bien travaillé. Est-ce dans le cadre du protocole entre vous et Zahaf? Quel protocole? C'était des contrats. Ils ont commencé à bouger. Un des frères est devenu député et Jaboub ministre. On y reviendra, M. Tgaden. Vous, en tant que PDG d'Orangina Algérie, vous accusez des groupes étrangers qui ont recruté des gens d'ici pour vous prendre Orangina. Pouvez-vous nous expliquer ça? Justement, j'ai fait un contrat chez le notaire, légal, dans lequel j'ai tout mentionné. 3, 6, 9 ans renouvelables, chaque 3 ans. Et dans le cas où je vois que je risque de perdre ma marchandise, pour des problèmes de qualité par exemple, on arrête. La même chose pour l'autre partie avec M. Stassaïd. Leur contrat est là, tout est là. Que s'est-il passé entre vous? Les frères Zahaf m'ont trahi. Pourquoi vous accusez des personnes dans le pouvoir? Nous, on n'accuse personne. Je sais très bien ce qu'il y a entre Dieu et moi et je connais la loi. Je vous dis qu'un des frères Zahaf était devenu député. Et M. El Hajmi Jaboub l'était aussi. Ensuite, M. Jaboub est devenu successivement ministre du Commerce, ministre de l'Industrie ou je ne sais quoi. L'essentiel, c'est que là où il allait, il prenait le dossier des marques Onapi avec lui. Il était devenu le responsable des marques. Quel était son rôle dans votre affaire? Quel était son rôle? Il était allié avec les frères Zahaf, je vous dis. Après qu'il m'ait trahi, ils ont contacté les Français. Orangina France? Orangina France, après avoir fait fusion avec la société Pernod Ricard, qui était spécialisée dans la fabrication des boissons alcoolisées, depuis 69 et 37 ans après, ils ont eu écho des magouilles qui prenaient place en Algérie. Ils ont voulu saisir cette opportunité pour revenir en Algérie afin de reprendre la marque. C'est-à-dire que les Français qui étaient ici, bien avant, ont voulu revenir pour récupérer la marque de nouveau à travers Pernod Ricard? CFPO. Ils ont utilisé la ruse. Ils sont venus me voir fin 99 pour me demander de leur donner une région de l'Algérie à l'est ou à l'ouest, afin de travailler et d'installer des usines. On s'est mis d'accord. Mais quand on a abordé le problème du concentré, qui est un mélange de pulpe blanche, d'huile essentielle, etc., ce qui donne le parfum naturel à Orangina, sachant qu'Orangina ne contient pas de produits chimiques, on n'était plus d'accord, car ils étaient désireux de l'importer de l'étranger. Pour quelle raison vous venez aujourd'hui accuser le ministre de Commerce et ex-ministre de l'Industrie, M. Jaboub, qui avait une main directe dans la déstabilisation de votre société? Ok, je n'ai pas encore terminé. J'avais un bon ami à moi qui m'a recommandé son beau-frère comme conseiller juridique. Ce dernier travaillait depuis 15 ans au ministère des Affaires religieuses, père de 5 enfants et qui ne percevait que 15 000 dinars par mois. Ce monsieur étant organisateur de campagnes de Hajj, totalisait à lui seul 15 Hujjah, ce qui explique la confiance que j'ai investie en lui. Je l'ai recruté et lui ai accordé un meilleur salaire. Confiance vite trahie lors de l'achat d'un véhicule en son nom propre, alors qu'il devait l'acquérir au nom de l'établissement Jigaken. Quelle est la relation entre ça et le problème que vous aviez avec le ministre? Ne vous en faites pas, on avance. Si cela ne vous dérange pas, laissez-moi parler un peu pour bien expliquer. Cette personne que j'ai recrutée, c'est elle qui a négocié avec moi et les Français le projet d'embouteillage à l'est ou à l'ouest algérien. Arrivés au concentré, comme expliqué précédemment, ils ont voulu travailler avec leur propre concentré, chose que j'ai refusée. Mais tout cela était juste une excuse. Ils m'ont donc proposé, après 8 mois de tractation, de leur vendre la marque Orangina à 4 milliards, puis à 14 milliards, chose que j'ai refusée. Mon avocat qui s'occupait de cette affaire, Maître Mohamed Cherif Zatot, que Dieu ait son âme, leur a fait plusieurs courriers,
car il n'arrêtait pas de m'appeler et de me harceler, et moi cela me dérangeait hautement vu que j'étais convalescent. Alors j'ai demandé à mon avocat de leur faire un courrier dans lequel il devait mentionner que toute personne intéressée par l'achat d'Orangina devait payer le prix de 225 milliards de francs. Ils m'ont répondu qu'il y avait peut-être une erreur dans le chiffre. J'ai dit qu'il n'y avait aucune erreur. C'est là qu'ils m'ont menacé et m'ont promis qu'ils feraient tout leur possible pour reprendre Orangina à Algérie. Quelle était leur nouvelle méthode? La personne que j'ai recrutée en tant que conseiller, les frères Zahaf ont essayé de la manipuler pour leur remettre des documents confidentiels concernant Orangina. Heureusement que les originaux sont gardés précieusement en lieu sûr. Ils ont fouiné pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils arrivent au dossier de l'ONAPI. Et vous avez enregistré la marque à l'ONAPI? Évidemment qu'elle est enregistrée, légalement et devant Dieu, suivant la législation algérienne et mondiale. Le jugement sorti en 1971, le protocole, l'acte, etc. le prouve. Et c'est là que surviennent les jugements contradictoires sortis en 2004. Tout ça, c'est des magouilles. Ce n'est que des magouilles, je vous dis. Qui est le responsable de ces magouilles? L'ambassadeur de France a fait un courrier au ministre du Commerce, M. Djaboub. Et ce dernier lui a répondu qu'il ferait tout son possible et aiderait les Français pour reprendre Orangina. Preuve à l'appui, la correspondance du ministre en question en réponse à cette requête. Donc, aujourd'hui, vous accusez que l'ex-ministre était responsable. Vous en êtes sûr? Oui, certainement. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait des mois que je n'arrête pas de le dire. Donc, pour être plus clair, l'ex-ministre est rentré dans une combine avec les Français pour qu'ils reprennent Orangina en France. Les frères Zahaf et les Français pour reprendre Orangina en France ainsi que tous les autres biens de l'Algérie. Et vous, quelle a été votre réaction? Notre réaction? On a fait appel à la justice le 9 mars 2004 qui a radié tout leur dépôt de marque, tout simplement. Et elle vous a donné raison? Oui, elle m'a donné raison. Monsieur Jgaden, vous, en tant que PDG d'Orangina, vous avez pris contact avec Monsieur Djaboub pour essayer de comprendre sa réaction. Oui, mais pas en son bureau. J'ai pris contact avec lui à l'occasion d'une veillée organisée par Hamas, en hommage à M. Mohamed Bouslimani, à laquelle j'ai été convié. Suite à la promesse faite par M. Abou Jarrah Sultani, que j'avais rencontré à l'occasion du 40e jour de décès du Cheikh Nahna, M. Abou Jarrah m'a rassuré et il m'a promis d'intervenir pour mon affaire. Mais malheureusement, ce n'était que des paroles. Quel a été le résultat? Vous a-t-il reçu? L'Hashmi Djaboub, ministre du Commerce en exercice, a accepté de me rencontrer l'unique fois lors de cette soirée et j'ai été présenté à lui par un membre du Hamas à Blida, en l'occurrence M. Mustafa Mansouri. Poliment, je l'ai d'abord remercié d'accepter de m'entendre dans cette circonstance et je lui ai demandé de me fixer un rendez-vous pour une entrevue en son bureau afin de mieux m'expliquer. Il vous a parlé et il vous a dit qu'il n'avait rien fait. Attendez, quand je l'ai rencontré, il ne savait pas qui j'étais, ni de quoi il s'agissait. Il ne savait pas avant que je me présente, que j'étais propriétaire d'Orangina Algérie. S'il avait su que c'était vous, il ne vous aurait pas reçu? Je vous jure qu'il ne m'aurait pas reçu. Quand il m'a demandé qui j'étais et ce que je voulais, je me suis présenté. Et je vous jure qu'il était devenu tout pâle, tant sa surprise était grande. Il a nié son implication dans cette affaire. Il m'a juste informé qu'à réception des jugements, il les a juste fait suivre au ministre de la Justice. J'ai rétorqué, mais à quelle fin? Mais en 2004, le tribunal a tranché en votre faveur. Il a tranché en ma faveur à 100%. Mais les jugements ont été bloqués et non exécutés. Celui contre Zahrim a été exécuté et notifié au CNRC de Borj el-Kifan. On lui a tout saisi, même le registre commerce, et surtout enlevé le droit d'embouteiller sous le label Orangina. Mais contre CFPO France et les frères Zahaf, il y avait le veto et la protection de Djaboub. C'est un cas flagrant d'une justice à deux vitesses. Monsieur Jgaden, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le tribunal a plaidé en votre faveur. Mais quelle a été la réaction des Français? Ils n'ont rien fait. C'est le Hashmi Djaboub qui dirigeait tout. Oui, le ministre Djaboub, avec les frères Zahaf. D'ailleurs, il était présent lors de la cérémonie d'inauguration de l'usine de Zahaf à Blida, en compagnie de l'ambassadeur de France et du wali de l'époque, M. Bodicha. Et cela après m'avoir trahi et avoir rompu le contrat unilatéralement et en toute impunité, vu que l'un des frères était député. Pour rappel, le contrat nous liait déjà depuis 6 ans. L'affaire portée devant le tribunal compétent
traîne depuis 10 ans et nous en sommes à la 5e expertise. C'est lui qui donnait les informations aux Français? Affirmatif. C'est lui, il n'y a pas une autre personne. Et laissez-moi terminer. Car pendant la cérémonie de Blida à la Salwali, je me rappelle, M. Djaboub m'a dit qu'il n'avait rien fait. Il avait juste envoyé le deuxième jugement au ministre de la Justice pour information et savoir s'il y a eu violation des lois. J'ai rétorqué que c'était une réponse fallacieuse et qu'il n'en était rien vu qu'un juge avait déjà statué dans un tribunal indépendant et avait prononcé un jugement en notre faveur. Je lui ai dit que ce n'était ni plus ni moins qu'un abus d'autorité et que c'était le travail d'un traître, sachant que l'exécution du deuxième jugement a été bloquée pour rappel. Pendant la Révolution, nous espérions une Algérie meilleure, avec des responsables justes et loyaux, pour que l'état de droit règne. Malheureusement, El Hachmi Djaboub est l'exemple inverse de l'idéal dont nous rêvions au maquis. Alors qu'il était toujours ministre, j'ai dénoncé à plusieurs reprises sur le journal de l'instigateur les frères Zaïf et le ministre Djaboub. Moi, je ne suis qu'un simple citoyen qui ne veut que travailler et protéger son bien. Cette cabale et ce complot ont commencé quand j'ai fait un AVC avec une hémiplégie à Dubaï où j'ai frôlé la mort. À l'époque, Yamin Zalouel était président et à la suite de sa visite à Dubaï, j'ai été invité en tant qu'homme d'affaires le 6 mai 1997. Mais malheureusement, j'ai eu ma crise le 8, le lendemain, c'est-à-dire. De toutes les façons, nous, on n'a fait qu'appliquer la loi. J'ai obtenu mes droits devant le tribunal, mais une fois l'affaire près de la Cour suprême, le grand jeu a commencé. Et on se moquait réellement de nous. Donc, ça c'est une combine pour reprendre Orangina, Algérie en France. Monsieur Djladen, Orangina est né à Boufalik, a grandi en Algérie, à un certain moment produite en France. Et c'est aujourd'hui qu'elle est fabriquée au Japon. Parce que les Français l'ont vendu aux Japonais. Au début, c'était Coca-Cola qui l'avait acheté. Après, Dominique Strauss-Kahn, président du FMI, a dit qu'Orangina ne devait pas sortir de la France. Comme sa valeur avait baissé en bourse, alors Schweppes l'a acheté puis revendu à son tour aux Japonais. Donc, Orangina, qui est d'origine algérienne, est vendue au Japon. Oui, Orangina est d'origine algérienne. Elle appartenait au peuple algérien comme bien de l'État avant de m'être cédée légalement et en toute transparence, comme relaté précédemment. Nous, on a eu la marque légalement. Personne ne s'est plaint, ni Coca-Cola, ni Schweppes, ni autre. Tout producteur étranger qui dit ne pas avoir eu ses droits en Algérie, c'est qu'il n'a pas enregistré sa marque. Les gens disent qu'un haut responsable dans le domaine sportif était intéressé par Orangina et voulait l'acheter, Monsieur Rawarawa. Est-ce vrai? On l'a contacté et il a démenti, c'est dire. J'ai fait un démenti sur le journal. Monsieur Rawarawa m'a dit qu'il n'oserait jamais faire une chose pareille et que ce n'était que des rumeurs. Comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. Je confirme que Monsieur Rawarawa n'a aucune relation avec Orangina. Monsieur Djladen, de nos jours, êtes-vous en contact avec Orangina France? Non, mais on les a appelés une fois pour comprendre ce qui se passait. On nous a dit que M. Bitoun était malade. Mais moi, je ne cherche plus après personne. Moi, j'ai appliqué la loi d'un pays de 2,5 millions de shahid. Où est l'État dans tout cela? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Vous voulez dire qu'Orangina est née algérienne et le restera? Oui, mais légalement, avec une législation nationale et internationale. On a d'ailleurs des certificats et reçu des médailles en Espagne 2 fois, en Allemagne 1 fois, en Suisse 1 fois, à Washington 1 fois. On a fait connaître cette marque dans le monde entier, et surtout dans le monde arabe. Il ne nous reste que quelques minutes pour terminer l'émission. Est-ce qu'Orangina Algérie se distingue de celle de la France? Y a-t-il une différence dans le goût, dans la qualité? Nous, on est restés fidèles à la première Orangina de 1927, et je parle de recette. Elle peut rester des années sans se transformer, vous pouvez même la donner au bébé. Orangina parle d'elle-même, et les connaisseurs peuvent en témoigner. Monsieur Djladen, dernière question. Après toutes ces années vécues, toutes les étapes par lesquelles est passé Orangina de 1927, les années 60, 70, toutes ces batailles judiciaires, que pouvez-vous nous dire? Le peuple algérien est un peuple qui a du caractère. Il connaît la valeur d'Orangina. Que Dieu assiste notre peuple et notre pays, ainsi que notre président. Je prie pour que notre pays reste dans le droit chemin, celui de la justice. Orangina est algérienne pour l'éternité. Je demande aux producteurs algériens d'être vigilants et de prendre garde à ces bandits, car ils se créeront des problèmes par eux-mêmes, et que ceux qui désirent produire en Algérie Orangina
doivent obligatoirement passer par nous, établissement Djgagen pour rappel. Dans la même logique, pour le reste du monde, ils connaissent l'adresse de CFPO et de Santori. Je remercie tout le monde. On vous remercie encore une fois, M. Djgagen, pour ce débat et votre participation dans la première émission Questions et débats. Chers téléspectateurs, on vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.